Il est 20 h dans le 17e arrondissement de Paris. À seulement quelques mètres du tribunal de police, la cité Saussure. Le soir venu, dans ces immeubles, les familles partagent leur quotidien avec les dealers et les bandes. Une fois encore, les locataires n'en peuvent plus. Alors, pour évincer les perturbateurs, ils ont appelé le GPIS, le groupement parisien interbailleur de surveillance. Uniforme bleu marine, gilet pare-balles et menottes, ces hommes ne sont pourtant pas des policiers, mais les salariés d'une société privée qui veille à la tranquillité des cités, même les plus chaudes, comme ici. Donc on a été appelés, parce qu'en fait ils sont en bas des fenêtres, et comme ils sont nombreux dans des voitures avec la musique, ils font du bruit, et puis voilà, les regroupements sont interdits. Dans ce quartier sensible, le GPIS n'est pas le bienvenu et les jeunes n'hésitent pas à manifester leur hostilité. Erwan est l'un des chefs d'équipe du GPIS depuis 5 ans et ce colosse n'est pas du genre à se laisser impressionner. Monsieur, bonsoir. On a reçu un appel de locataire, monsieur. On demande de vous décaler. Dans le parc HLM de Paris, la règle est simple. Tout regroupement est interdit. Et face à la détermination d'Erwan, les jeunes baissent d'un ton. C'est le gros doigt sa mère. Allez-y, avancez, monsieur. Tiens. Donc notre mission à nous, c'est de les évincer des parties communes et de la résidence. Donc le compromis qu'on a, c'est pour l'instant on les met sur l'espèce de petit parc aérien. Là. Et la mission est faite pour nous. Mais ce soir, alcool et drogue aidant, le compromis fait long feu. Un des jeunes refuse catégoriquement de s'éloigner. T'as ici, je ne pas d'ici. Ici, j'ai le droit. Même le 17, ils viennent, ils ne bougent pas d'ici. T'as dit, j'habite ici. C'est l'alcool qui te fait parler comme ça ou quoi? T'as vu, si je te dis, ici, je parie, je m'en bats les couilles. T'as vu Paris, je pisse dessus tous les soirs. Je m'en bats les couilles. Toutes les Parisiennes, je les baise. T'as compris ou pas? L'individu menace ouvertement les agents. Je rentre chez moi, je vais chercher un 9 mm et je tire en l'air. Vous allez faire quoi? Vous allez appeler le 17? Non, vous allez rien faire du tout. Voilà, comme ça dit. Si tu veux tirer en l'air, tu tires en l'air. Ça fait quoi tirer en l'air? Et bah voilà, si je veux, là, je rentre chez moi, dans mon bâtiment, j'habite là. Ça va faire quoi? Et bah tu sauras le bruit. Lève pas le toit avec moi, je te dirais, parce que tu commences à me gonfler. Lève le ton, je m'en bats les couilles. Ça me fatigue, je te T'as dirais. compris ou pas? Hors de contrôle, le jeune s'en prend à un de ses amis de la cité. Tiens, regarde. Allez, hop. Laisse-les, Calo, laisse-les. Il est là. Face à cette violence, Erwan garde son calme. Alors, on fait un petit stand-by pour voir si les individus ne reviennent pas tout de suite, quoi. Et puis après, on quittera position. Un stand-by veut dire garder la position. Le GPIS n'est pas habilité à aller sur la voie publique. Ils n'ont le droit d'intervenir que dans le périmètre des logements sociaux. Leur objectif, être sûr que les perturbateurs quittent les lieux et ne reviennent pas. Donc là, les individus viennent de quitter le site, là, donc c'est fin de mission pour nous. Nous, regarde. Mission accomplie pour Erwan, mais alors qu'il retourne au véhicule, ils sont surpris par des coups de feu. L'individu aurait-il tenu sa promesse? Doucement. Oh, rentrez pas dans leur jeu. Ce qu'ils veulent, ils veulent qu'on décale. 3 détonations en plein Paris, à quelques mètres du tribunal, ça n'effraie pas Erwan, issu d'une formation militaire. C'est un pétard ou une arme? Non, c'est peut-être un 9 mm, mais c'est peut-être un grenade avec de la merde. En cas de menace trop importante, le GPIS a pour consigne de quitter les lieux et de prévenir au plus vite la police nationale. Voilà, c'est juste derrière le parking souterrain, les deux bâtiments qui sont là, les petits verres. Les hommes du GPIS décrivent précisément la situation aux policiers. Vous savez, avec une veste blanche. Capuche. Une veste blanche, la capuche. Ouais. Les policiers prennent l'affaire en main. Donc on fait d'abord les mecs qui seront sur le parvis, et après on file direct au 9-10 et les environs. Ça marche. Les agents du GPIS les accompagnent pour identifier les individus. Ils vont même prêter main forte aux policiers. De retour dans la cité, pas une seconde à perdre pour retrouver l'homme à la capuche. On les sécurise pendant qu'ils font leur contrôle. Il n'y a pas d'autres individus qui arrivent pas derrière et qui rebalancent des trucs, ou enfin de loin, quoi, je veux dire. Ça fait des bras en plus? Ça fait des bras en plus, ouais. Ça fait des bras en plus.
En moins de 5 minutes, l'auteur présumé des coups de feu est interpellé. Devant cette démonstration de force, il est beaucoup moins virulent. Embarqué par la police, il passera la nuit au commissariat. Une première intervention mouvementée ce soir pour les hommes du GPIS, mais la nuit ne fait que commencer. Agression, cambriolage, bagarre, accident. T'as une respiration qui est franchement paradoxale. Avec ses 2 millions d'habitants, Paris connaît chaque nuit son lot de drames et de violences. Barrez-vous là. Barrez-vous. En cause, la consommation d'alcool, mais aussi l'obscurité, qui génère une sensation d'anonymat et d'impunité chez certains. Pour prévenir ces risques, les brigades de nuit de la police arpentent sans relâche les rues de la capitale. On les appelle les nuiteux. Pascal, 55 ans, de la BAC du 20e arrondissement dans l'Est parisien. Plus de 20 ans qu'il y fait ses rondes pour traquer les délinquants nocturnes en tout genre. Pourtant, certaines situations arrivent encore à le surprendre. C'est elle qui vous a agressé. Elles sont violentes, les femmes, maintenant, quand elles veulent quelque chose, hein, c'est terrible. Hein. Michael et ses collègues font partie du GPIS, le groupement parisien interbailleur de surveillance. Une force de sécurité privée, ils interviennent chaque soir entre 17h et 5h du matin dans les 1500 cités que compte la ville. Leur mission ? En délogeant les individus agités et les dealers qui traînent au pied des immeubles. Il y a eu des découvertes assez importantes de stupéfiants ici. Parmi les anges gardiens des nuits parisiennes, on trouve aussi Mathieu et Gaëtan. Ils sont pompiers. Leur caserne est située près de la place de la Bastille, un quartier très festif. Une fois la nuit tombée, ils sont souvent mobilisés sur des interventions violentes liées à l'excès d'alcool. Écoutez-moi, écoutez ma voix. On va s'occuper de vous, d'accord ? Immersion dans les nuits très agitées de la capitale. Paris, 20e arrondissement, il est 2h du matin. Pascal, 55 ans, est le chef de la BAC de nuit de ce secteur du nord-est de Paris. Cela fait 20 ans qu'il patrouille tous les soirs dans les quartiers chauds de la capitale. Cette nuit, les rues sont désertes, mais Pascal ne se fie pas aux apparences. C'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Et justement, quelques minutes plus tard, un appel radio brise le silence de la nuit. Il roule. Aucun sur là. Hein. Des riverains ont appelé la police pour signaler un cambriolage. Arrêtez, transmettez pour l'Alpha, la Bravo. Ouais, le signalement, c'est quoi? Attends. Attends. Les policiers partent sur les traces du cambrioleur. Ils se rapprochent du lieu où aurait été commis le vol. A priori, une brasserie du quartier. La porte d'entrée est brisée. Pascal et son coéquipier veulent pénétrer dans l'établissement. Ils veulent vérifier si le cambrioleur a eu le temps de dérober quelque chose. Sur le sol, des éclats de verre et un panneau de signalisation. A priori, le cambrioleur s'en est servi pour rentrer par effraction dans la brasserie. La caisse est ouverte, elle est vide. Le vol a eu lieu il y a à peine quelques minutes. Pascal part à la recherche du cambrioleur. Il est peut-être dans les parages. Karim, il arrive avec un mec qui correspond. Ouais, c'est bon. 2 rues plus loin, ses collègues ont repéré un homme qui correspondrait au signalement. Il y a de la monnaie, beaucoup de monnaie sur lui. Cet argent serait peut-être celui de la caisse dérobée. L'homme suit les agents de police. Rapproché du lieu de l'effraction, est-ce que vous pouvez prendre contact? Il n'a pas l'air surpris de se faire arrêter. Ah, pas fait de conneries ce soir? Pas spécialement. Ah. L'homme nie et reste impassible. Mais un détail saute aux yeux de Pascal. Ouais, il a les mains un peu abîmées. Alors. Pour les policiers, l'homme se serait blessé en brisant la porte de la brasserie. Ils l'interrogent sur la monnaie trouvée dans sa poche. Pour eux, une preuve de plus. Monsieur, vous avez combien en monnaie? Vous vouliez transformer ça en billets? Ouais, je dois avoir 60. Vous avez 60 € en pièces comme ça? Tout l'argent m'appartient. L'homme continue à nier les faits. Les agents de la BAC vont bluffer pour le faire avouer. Ils prétendent qu'un témoin a vu la scène.
C'est quelqu'un qui vous reconnaît formellement. Il y a un témoin des faits qui vous a vu. En pleine nuit. Oui, en pleine nuit. Regardez, il y a des lampadaires. Il y a des lumières partout, monsieur. Écoutez, monsieur, oui, monsieur. type européen comme vous, même taille, vous n'êtes pas grand, il n'y en a pas 36 dans la rue. Et avec vous, de toute façon. Vous et la police. Donc forcément, la personne elle vous a reconnu. Donc la vérité, c'est quoi? Ça sert à rien de mentir, de toute façon. Il y a vos paluches à l'intérieur, on va les relever. Alors, oui ou non? Oui, c'est moi. Ok. Voilà. Ouais, c'est bon, Pascal. L'homme finit par craquer. Il va être conduit au commissariat pour y passer le reste de la nuit. Au même moment, le fils du patron de la brasserie arrive sur place. Donc on a interpellé un gars qui a cassé, qui est rentré, qui a volé un peu d'argent. Donc on l'a interpellé, il n'y a pas de mystère. Et je peux le voir? Non, c'est sûr. Je veux juste voir sa tête. Ça va servir à quoi? Mais je veux lui dire pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a fait ça? D'après vous, monsieur, il faut ça pourquoi? Ben, Pour ouais, l'argent, voilà. C'est la seule motivation qu'ils ont. Hein. Après, ça sert à rien qu'on vous représente une vidéo. Vous allez faire quoi? Vous avez croisé dans la rue, c'est ça? Non, franchement, je suis pas... Je suis juste... Le jeune homme est en colère. Le réveil a été difficile. C'est le café familial, donc voilà, puis c'est pas la première fois qu'on essaye de nous cambrioler. C'est la troisième fois que la famille est victime d'un cambriolage. L'auteur des faits habite le quartier. Il commence à réaliser son geste. Ouais, mais je m'attendais pas non plus à faire des mille et des ans. Hein. C'est la nuit, il doit y avoir un fond de caisse. C'était vraiment histoire de faire quelques courses. J'ai 15 en billets et en pièces. 20, 30, 40, c'est de la merde. C'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu sais ce que t'es en cours, non? Faut assumer et... T'as quel âge? J'ai 28 aujourd'hui, c'est mon anniversaire. T'as fêté ça tout seul, c'est ça? Non, avec vous. C'est ça, c'est bête. Au comico. Le jeune homme vit seul et est à la recherche d'un emploi depuis plus de 8 mois. Il a choisi le jour de son anniversaire pour commettre un délit pour la première fois. Un primo-délinquant alors, c'est ça? Plutôt quelqu'un qui est dans la merde. Ouais. Bon, on va raconter ça. Bien. Au final, le butin du vol est bien maigre. 57,20. Avoir commis un cambriolage pour 57,20 €. Même pour un montant aussi dérisoire, le jeune homme risque très gros. Il risque 5 ans, 5 ans d'emprisonnement. Ouais, quelques milliers d'euros d'amende. Il y en a beaucoup des cambriolages dans l'ancienne? Ce mois-ci, par mois, une trentaine, quarantaine par mois. Puis il y a des jeunes hommes comme ça qui font grimper les stats. Un peu plus tard dans la nuit, pas de répit. Un nouveau vol est signalé dans le même quartier où la brasserie a été cambriolée. On quitte le central, on s'y rend. Donc là, il y a un individu suspect qui se trouve sur le balcon d'une personne au 2e étage. Alors, on dit qu'on va peut-être partir sur un vol par escalade. Sur place, surprise, l'homme qui a appelé les policiers est le fils du patron de la brasserie, accompagné par son père. Ils ont assisté à une scène étonnante. Le mec, il a grimpé sur le toit là, il est passé le premier. Ouais. Après, il a passé le deuxième. Ouais. J'ai entendu forcer. Il a forcé? Ouais. C'est entre les deux stores rouges là. Ouais, ils sont au milieu. C'est la soirée cambriolage ce soir. C'est la pleine lune, je crois. Ah, voilà, les 12 sont sortis. Un peu plus loin, la BAC contrôle un individu qui erre seul dans les rues. Vous venez d'où vous allez où? Juste pour avoir la vague entre chez moi, c'est tout. À ce temps-là. Vous sentez déjà l'alcool là. L'homme n'a pas grand-chose sur lui, mais un élément attire l'attention des policiers. Cette enveloppe contient des radiographies. C'est ce qu'utilisent souvent les cambrioleurs pour ouvrir une porte. À cette heure, c'est suspect. Vous êtes bien avec nous, on va les vérifier. Les agents de la BAC le conduisent auprès des témoins des faits pour vérifier que c'est bien l'homme qu'ils recherchent. J'avais vu passer lui, je regardais par chez moi. Mon père, il l'a vu aussi. Mais là, ils sont dedans. Les policiers ont un doute, mais d'après le témoin, le voleur serait toujours dans l'immeuble. Pascal décide d'attendre un peu avant d'intervenir. Je peux le faire.
Parce que des fois, si on rentre dans l'appartement, il est capable de nous dire qu'il est juste rentré dedans pour dormir. Alors que s'il sort de l'appartement les bras chargés, après il pourra difficilement quand même s'expliquer en disant qu'il est juste rentré pour dormir. Pendant ce temps, vous êtes où là? Vous avez réussi à pénétrer là? Une deuxième équipe de la BAC entre discrètement dans l'immeuble. Mais la porte du hall d'entrée va poser bien des soucis aux policiers. Pour surprendre le voleur, la BAC ne peut pas prendre le risque de briser la porte. Comment? Oui, il n'y a plus le commissariat aussi, c'est 01 40. Ça nous arrive souvent, ça, qu'on ne croit pas? Ah oui, on peut vérifier les gens. Quelqu'un qui sonne à l'interphone dit je suis la police, c'est un peu facile. À 4 h du matin, cela peut effectivement sembler étrange. Le policier contacte le commissariat. Ouais, il y a une dame qui va vous appeler pour donner confirmation pour les policiers en bas chez elle parce qu'elle ne veut pas nous ouvrir. Ouais. Quelques minutes plus tard, merci. Les hommes de la BAC pénètrent enfin à l'intérieur, sans un bruit. Ils se dirigent vers l'appartement où se trouverait le voleur. Soudain, Ouais, parce que il faut qu'il y ait d'autres collègues qui viennent dans la dernière porte à fraquer ou le deuxième. Bon, on va rentrer de calme. l'arme à la main, les deux policiers entrent doucement dans l'appartement. Ils peuvent tomber nez à nez avec le voleur. Un rapide tour des lieux, il n'y a personne, sauf un couple qui jusqu'à maintenant dormait tranquillement. Rapidement, le couple remarque que quelque chose manque à l'appel. Et vous en voulez quoi? Pour l'instant, mon sac, je ne sais pas s'ils ont pris autre chose. Parce que rien d'autre. Ouais. Le voleur s'est introduit dans leur appartement pendant leur sommeil, sans que le couple ne se rende compte de rien. Complètement, on croyait que c'était un gamin qui s'était réveillé. J'ai pas compris qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Le couple a 2 enfants, encore plongés dans leur sommeil, malgré ce qu'il vient de se passer. Ça va, je suis juste vachement surpris qu'il soit sauvé par le deuxième. Les agents de la BAC fouillent tous les étages à la recherche du voleur. Il serait peut-être encore caché dans l'immeuble. L'un d'entre eux tient une piste. Il y a des traces de l'autre côté, il est passé par derrière. Les policiers suivent les traces du voleur. Ils décident de réveiller les occupants d'un autre appartement. Bonjour madame, désolé de vous déranger. On peut passer par votre fenêtre, je donne dans la petite cour. La chambre de la voisine donne directement sur la cour, là où se serait dirigé le voleur. Un peu d'escalade nocturne. Au final, rien. Plus aucune trace du voleur. Cherche pas à tes parents séparés parce que tu m'as dit. Par le local à poubelle. C'est le local à poubelle, il donne dans la porte, elle donne dehors. L'homme s'est déjà volatilisé. Les agents de la BAC ont alors un pressentiment. C'est les gars qu'on contrôlait tout à l'heure. Pascal pense que le cambrioleur serait peut-être l'homme qu'ils ont contrôlé juste avant d'arriver sur place. C'est vrai qu'il était un peu fébrile, un peu speed. Mais le témoin a dit que c'est pas lui, donc il ne le reconnaît pas. Donc on peut pas arrêter quelqu'un quand même, juste parce qu'il y a le profil. Pour les policiers, le mystère reste complet. Une seule certitude, le voleur est un as de la voltige. J'avais des doutes sur l'existence de Spider-Man, mais là, franchement, pour grimper là, c'est la pleine lune. L'effet pleine lune. Ah, ça fait bien augmenter la mer, ça peut faire monter un gars. Hein. Dans le 20e arrondissement, le reste de la nuit sera calme. Mais depuis quelques années, d'autres quartiers populaires de la capitale font parler d'eux à la nuit tombée. Notamment le 13e arrondissement, situé au sud-est de Paris. Pour faire face à la hausse des incivilités, la mairie de Paris a mis sur pied une brigade spéciale, le GPIS, pour Groupement Parisien Interbailleurs de Surveillance. Michael est l'un des chefs de groupe de cette brigade.
Avant ça, il était caporal dans l'armée de terre pendant 5 ans. L'uniforme, c'est son rituel, et il y a un accessoire sans lequel il ne sortirait jamais. Et donc ça, c'est le gilet pare-balles? Voilà, c'est le pare-couteau, donc de 4e catégorie. Il permet de pouvoir arrêter une cartouche de 9 mm Parabellum. Donc voilà, c'est un moyen de sécurité qu'on a sur le terrain. Ça, c'est indispensable? C'est indispensable. À ce jour, c'est indispensable de sortir avec. Une protection vitale pour ces hommes dont le quotidien est marqué par la violence. Donc ce caillou-ci, il a atteint l'intérieur du véhicule, il a cassé un carreau. Et il y a un de mes collègues qui s'est fait toucher au niveau de la mâchoire. Il a été blessé, il a eu quelques points de suture. Donc voilà, je le garde en guise de trophée, entre parenthèses. On a réussi à attraper l'individu qui nous l'avait jeté. Le collègue pris pour cible, c'est lui, Pierre, la mémoire du GPIS. 15 ans de boîte, l'un des anciens. Un pivot, un pilier. Premier agent du GPIS. Parmi les premiers agents du GPIS. C'est vrai ça? Ouais. Ah, c'est pas des conneries. Vous voyez pas son matricule? Le 49e agent. Aujourd'hui, Pierre en sourit, mais à l'époque, cette agression lui avait valu 4 jours d'incapacité temporaire de travail. Pour se défendre face à ce genre de situation, les agents du GPIS s'équipent avant chaque sortie, direction l'armurerie. Chaque homme reçoit un tonfa, un bâton de défense, une bombe lacrymogène de 500 ml et une paire de menottes. Cependant, pas d'armes à feu, un véritable changement pour ces hommes habitués à en porter. La plupart d'entre eux étant issus de l'armée, de la police ou de la gendarmerie. Ils ne peuvent dorénavant compter que sur leur sang-froid et leur maîtrise du corps à corps pour mener à bien leur mission. Une fois équipés, la ronde peut commencer. Elle durera 10 heures jusqu'au petit matin. Prenez message direction Victor 07 pour intervention. Prenez 18 allée du Père Julien VIII pour individu au niveau des halls. Mickaël et ses hommes ne perdent pas une seconde. L'intervention se situe dans les cités chaudes du 13e arrondissement de Paris, à l'autre bout de la capitale. Un endroit bien connu du GPIS qui cristallise beaucoup de tensions. Il y a eu des découvertes assez importantes de stupéfiants ici. Il y a eu un réseau qui a été démantelé par la police, d'un trafic de stupéfiants qui se mettait en place. Il y a de ça à peu près 3 semaines, 1 mois. Et ils ne font pas la différence entre éventuellement la police et nous-mêmes. Pour eux, on reste des personnes, des cibles potentielles et des personnes dangereuses pour leur trafic également. À peine arrivé, Mickaël déploie ses hommes. Au pied de cet immeuble, une bande s'est réunie. Le problème, c'est qu'ils importunent le voisinage. Il est 23 h et les individus sont alcoolisés. Il y a du monde, il y a un chien non muselé. Un staff américain, un chien classé comme dangereux et dont la loi oblige à porter une muselière. Les hommes du GPIS doivent être prudents. Les agents vont directement au contact. Leur priorité, sécuriser les lieux, ce qui ne plaît pas aux jeunes qui comptent bien en découdre. Barrez-vous là. Barrez-vous. Seule solution, Mickaël utilise sa bombe lacrymogène. La stratégie fonctionne, les jeunes quittent la propriété. Expulsés sans ménagement, ils font mine de ne pas comprendre. Le GPS, il est venu, il a parlé d'une manière qui était complètement déplacée. Il est venu, s'il vient avec agression. On va répondre avec agressivité, c'est normal, c'est logique, on est des appréhensions en fait. Car c'est une véritable guerre de territoire qui se joue. Il y en a un qui a un bout de bois. Là, il y en a un qui a un gros bout de bois dans la main. Ouais. La bande s'est armée. Prenez sur site correct pour information, individu menaçant au niveau de l'AVP, c'est reçu. Les jeunes se sont repliés sur la voie publique car ils savent que le GPIS ne peut pas y intervenir. Recule. Attention. Là, ils ont des bouteilles. Derrière, les bouteilles. Les mecs casqués, ils ont des bouteilles.
Alors, les jeunes en profitent. Attention les gars. La situation dégénère. Dans ce cas de légitime défense, le GPIS peut interpeller exceptionnellement en dehors de la zone HLM. Viens, on les charge, viens, on les charge, viens, on les charge sur le terrain. Hein? Viens, viens. Tu vas donc. Ah, c'est bon les gars, retournez. Si Michael est habitué de ce genre d'intervention musclée, pour Yann, 43 ans, au GPIS depuis quelques mois, c'est une première. Un peu comme ça, on avait déjà eu une ou deux opérations qui étaient un peu tendues. Mais là, ouais, c'est la première fois que c'est parti en cacahuète comme ça. Donc, après, nous, on a fait notre taf. On était bien en position. On va juste aller débriefer. Tout le monde dehors les gars, s'il vous plaît. Le GPIS n'est pas la police nationale. Il ne peut agir qu'en cas de légitime défense. Quand ils utilisent, comme ce soir, leurs bombes lacrymogènes, ils doivent porter plainte pour signaler les faits. On va passer ça en dépôt de plainte. Ok, très bien. Ok, tu vas inclure l'usage de la gazette et les nombreux jets de projectiles que vous avez reçus. En 2019, c'est 79 plaintes comme celle-ci qui ont été déposées par les agents du GPIS. C'est autant d'interventions qui se sont terminées par l'usage de la force. Ce soir, Pierre en aura fait les frais. Dans la cohue, il s'est blessé au genou. Mets ta main là, ça me fait mal là, ici. Ici, là, où ça? T'as vu comment il craque? Ouais. Il sera conduit à l'hôpital et arrêté plusieurs mois. Michael, lui, n'en a pas fini avec les interventions musclées. Il est 23h et à l'autre bout de Paris, dans le 15e arrondissement, la brigade K9 fait sa ronde. C'est la brigade canine du GPIS. Depuis 6 mois, Serge ne sort jamais sans Molos, son berger belge malinois. Qui travaille super bien, rapide, nerveux, endurant. On a tous un peu peur du loup. Parce que quand le chien arrive, tout de suite c'est impressionnant, c'est très dissuasif. À savoir que c'est un chien de défense, donc il est entraîné pour nous défendre et nous protéger. Molos n'est pas un chien renifleur. Et pourtant, après 6 ans de service, il a pris quelques habitudes bien utiles au travail de la brigade. C'est pas un chien stup, mais à force de tomber toujours sur les mêmes individus qui fument la même substance, ça finit par le faire comprendre que l'intervention, c'est lié à ça. Donc à la fin, dès qu'il y a du stup, ça l'intéresse et du coup, il travaille encore plus. Ce soir, l'équipe a été appelée pour un squat dans le parking de cet immeuble. Grâce au flair de Molos, pas besoin de passer des heures à chercher, il ne leur faut que quelques minutes pour trouver les individus gênants. Ça, restez pas là, sortez. Vas-y. Assurément, le malinois fait son petit effet. Les deux squatteurs quittent la résidence sans même se retourner. Souvent ils veulent discuter, mais quand le chien ne discute pas, ils sortent tout de suite. Mais le GPIS n'intervient pas que dans les caves et les halls d'immeubles. Ils peuvent aussi travailler dans les étages, lorsque cela est nécessaire, au plus proche des locataires. Là, on va les appeler pour nuisance sonore dans un immeuble au 9e étage. Donc on va aller voir ce que c'est. Ça peut être tout ou n'importe quoi. Différent conjugal ou des fois quelqu'un en détresse ou quelqu'un qui est enfermé chez lui. On y va quand même en prenant nos précautions parce qu'on est déjà tombé sur des cas assez cocasses, quoi. Comme à chaque intervention, Serge et ses hommes ne savent pas à quoi s'attendre. Alors, quand ils investissent un immeuble, ils s'y déplacent en nombre. Apparemment, une simple fête costumée entre amis un peu éméchée. Oui, exactement. Merci, on appelle. Du bruit.
D'accord. Le GPIS n'est pas autorisé à entrer dans le domicile, même si on les y invite. Les tapages nocturnes représentent un quart des interventions du GPIS. Connu dans le monde entier pour sa vie nocturne, Paris abrite chaque week-end des milliers de fêtards plus ou moins sages. Problème, la consommation excessive d'alcool et de stupéfiants compte donc parmi les fléaux des nuits parisiennes. Violence, conduite dangereuse ou comportement à risque. Les pompiers de la caserne de Chaligny dans le 12e arrondissement ont fort à faire. Et cette nuit va leur réserver bien des surprises. Ok, tu pars pour un homme de 30 ans qui a été coulé à la face suite à risque. Il est 2 h du matin, Mathieu, 24 ans, sapeur-pompier volontaire, va devoir redoubler de vigilance. Samedi soir, le vendredi soir, un secteur avec pas mal de bars, il y a la place de la Bastille où ça transite beaucoup, donc ouais. Généralement ça entraîne des rixes, des personnes en état d'ébriété, ce genre de choses. Golfe 2, le véhicule de secours actif 227 de Chény se présente. Bonsoir messieurs. Un mec qui veut taper, on t'arrête, on va te... Qu'est-ce qui s'est passé? Un mec qui se fait agresser, personne ne vient. Sur place, un homme de 54 ans, il semble gravement touché. Non, ça a dégouliné. J'ai pas perdu connaissance. Un mec il est venu, je me suis un peu défendu, et puis voilà. Après, monsieur est venu me secourir, il a pris un coup, tous sont partis. Alors qu'il sortait d'un bar, 5 individus l'ont roué de coups et assommé avec une bouteille de bière. S'il s'en est sorti, c'est grâce à cet habitué des lieux, mais l'homme est sérieusement éméché, les pompiers n'en tireront rien. Tournez-vous. Vous avez quoi, monsieur, entre les jambes? Qu'est-ce qui s'est passé quand même? Je sais pas pourquoi j'ai eu son partout. Je sais que j'ai reçu un coup là, et c'est ça qui a tourné. Après, les gens, je sais pas. L'homme a perdu beaucoup de sang. Mathieu craint que la victime s'effondre. Ça peut provoquer des pertes de la conscience, un peu des troubles de l'inconscience, quoi, des vertiges, des difficultés à rester debout, à parler correctement. Pour éviter l'hémorragie, Mathieu doit immédiatement trouver la blessure. Le blessé. Hein? Vous avez pris un coup de couteau au niveau des fesses, on a eu. Ils vous ont attaqué avec une bouteille, vous m'avez dit? De bouteille, j'ai pas tout vu. L'entaille est profonde, mais aucune artère ne semble toucher. Mettez-vous sur le côté, ouais, mettez-vous sur le côté. Pour l'instant, il a les idées claires, il reste lucide. Donc ça, c'est rassurant. Maintenant, on s'occupe de lui, on lui évite des efforts inutiles pour pas que ça s'aggrave, quoi. Vous bougez pas, monsieur. La priorité, c'est de panser les plaies superficielles et emmener l'homme au plus vite à l'hôpital pour suturer la blessure. Mets-lui un pansement et un filet tubulaire. Dans le brancard, l'homme se remémore les circonstances de l'accident. J'ai dragué une petite qui était un peu... assez souriante envers moi. Après, bon, j'ai vu qu'elle n'était pas seule. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis un peu décalé. Et c'est en sortant, vous allez voir les bouts de sang, que j'ai pris le coup de bouteille. Par derrière, je n'ai rien vu. L'homme réalise ce qu'il vient de se passer. Il ne comprend pas cet excès de violence. J'ai l'air de quelqu'un d'agressif, désagréable. Non, je suis un bon vivant, j'aime la vie, mais je suis pas bagarreur. Bougez pas, c'est bon, bougez pas. La victime est transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche. Allez, on va à Saint-Antoine. Il sera recousu dans la nuit. Pour les pompiers, il faut maintenant nettoyer le brancard scrupuleusement, puisqu'il y a eu perte de sang. S'ils prennent ces précautions, c'est pour éviter la transmission d'éventuelles maladies. Je sais pas comment la personne a eu sa vie chez elle, son milieu à elle, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. On est obligé de tout nettoyer. C'est ça. On met vraiment les mains dans le cambouis quand on est chez les pompiers. Ah ouais, c'est clair qu'on met les mains dans le cambouis, quoi. En même temps, c'est normal qu'on n'est pas venu là pour vendre du muguet. Une première intervention spectaculaire, mais cette nuit n'est pas terminée. La fête et ses excès vont mettre les pompiers de Paris à rude épreuve.
À la caserne Chaligny, Gaëtan, 25 ans, est appelé sur un cas grave. Un accident de la route sur un axe très fréquenté par les fêtards. On est sur le boulevard Philippe-Auguste. C'est des gros axes, donc effectivement, il peut y avoir de la circulation, surtout qu'on est en veille de week-end. Là, c'est juste à gauche, tu te mets tout de suite là. En pleine nuit, la circulation est plus fluide. De violents accidents peuvent alors se produire. Tu vas en amont. Gaëtan découvre un homme au sol, entouré par des passants venus à son secours. Secours à victime, tu prends tout, tu vas tout de suite te mettre au maintien en tête de la victime. Il n'a pas touché, il a été comme ça, il s'est mis en PLS tout seul. Bougez pas, monsieur, c'est les pompiers, d'accord? Il y a perte d'urine, il répond pas. Cela signifie que l'homme ne contrôle plus ses muscles, signe que le cerveau est peut-être touché. Il te parle pas? Non, il parle pas. Monsieur, vous m'entendez, c'est les pompiers. L'homme aurait perdu le contrôle de son scooter et percuté cet obstacle à vive allure. Face au choc de l'accident, plusieurs témoins ont appelé les pompiers. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Moi je venais de l'arrière et j'ai vu qu'il a percuté avec son scooter la borne qui est là, et il a fait un vol plané. D'accord, donc a priori il serait tombé tout seul. Ouais, a priori c'est... il a voulu éviter une voiture ou doubler, il n'avait pas vu le poteau, je sais pas. L'homme est bien vivant mais inconscient. Il est en urgence vitale. Équipé, donc prêt? Ouais. Attention pour tourner, on tourne. Ok. Allez, repositionne-toi vite. Attention aux projections de sang. C'est bon? C'est parti pour un retrait du casque. Les pompiers doivent retirer le casque pour savoir si le crâne est touché. Doucement, je veux entendre des ordres clairs, les gars. Un moment critique, car des lésions peuvent apparaître. J'ai pas de sang dans le casque, sergent. Reçu. Là, pour le moment, le monsieur est dans le coma, il respire, il répond pas du tout. Donc comme on a un moyen médicalisé au départ, là, le but c'est d'aller le plus vite possible dans un endroit qui sera plus simple pour l'équipe à travailler, c'est-à-dire dans le camion, en mettant bien sûr tout en œuvre pour éviter que, au niveau de la colonne vertébrale, il y ait des lésions. La colonne vertébrale protège la moelle épinière. Si elle est endommagée, la victime risque d'être paralysée. C'est déjà pas mal. A priori, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de déformation au niveau des bras. Un abdomen souple. C'est bon, les gars? Prenez deux devant. Voilà. 1, 2, 3. Hop. On va le mettre à l'arrière du camion. Par chance, l'ambulance de réanimation arrive au même moment, car l'état de la victime s'aggrave soudainement. Avec le balu, et tu mets en inhalation d'oxygène. Toi, tu me le dessapes à poil. Voilà, paire de ciseaux et tu découpes tout. Ça peut être quoi le problème de ce monsieur? Le problème de ce monsieur, là, c'est qu'il tombe en arrêt cardiaque. L'intervention est désormais entre les mains du médecin. Il va tout faire pour stabiliser la victime jusqu'à l'hôpital. Un abdomen qui est bien, mais t'as une respiration qui est L'homme est dans un état préoccupant. Dans l'ambulance, les 7 pompiers sont concentrés au plus haut point. Chacun a une mission bien précise. Il a un traumatisme crânien grave, ce monsieur. Donc là, il est dans le coma, il va falloir qu'on puisse l'intuber rapidement. Donc en gros, on va faire une anesthésie générale pour approfondir son coma. Justine, t'essayes la deuxième voie là? Ouais, je suis en train. Enfin, j'essaye là, je viens de Ok, préparer. parfait. Le but, c'est que la victime ne se réveille pas pendant que les pompiers interviennent. Allez, je suis prêt à induire dans 2 minutes. Monsieur, vous allez vous endormir, vous vous réveillerez à l'hôpital. Lors de graves traumatismes, le corps disjoncte. Respiration, rythme du cœur et activité cérébrale, il faut maintenir ses fonctions vitales. Allez, c'est bon, c'est stabilisé. Les machines vont travailler à la place du corps. Maintenant, il a un tube dans la trachée qui permet de sécuriser ses voies aériennes. Et il faut qu'en plus, on ait cette machine qui vienne remplacer ce ballon pour administrer le volume de gaz respiratoire nécessaire. Si le cerveau est touché, des séquelles apparaîtront au bout d'1 heure. Il faut maintenant l'emmener au plus vite à l'hôpital pour vérifier si l'homme fait une hémorragie cérébrale. Donc là, on a tout enlevé pour le déshabiller et la prise en charge médicale.
pourrait arriver n'importe quoi, hein. On peut se faire percuter par un véhicule, mais elle, cette personne, ne doit jamais bouger de son brancard. Direction l'hôpital Beaujon. Il est à 15 km, mais c'est là que la victime a le plus de chances de survivre. C'est un hôpital pour tous les traumatisés crâniens, pour tous les AVC en urgent. Donc ils réservent des scanners, ce qui permet d'avoir toujours un scanner disponible. Dans le camion, les constantes du patient sont restées stables. Une fois à l'hôpital, il sera pris en charge de toute urgence. Les examens révéleront que son cerveau n'a pas été endommagé. Golf 2, VSAV 227 de Chaligny parlait. Grâce à l'intervention rapide des secours, la victime s'en sortira sans aucune séquelle. Chaque week-end, les pompiers de Paris interviennent sur une douzaine d'accidents, dont au moins 2 graves. Le lendemain, dans le 20e arrondissement de Paris, Pascal, le policier de la BAC, poursuit sa ronde. Les bars viennent de fermer, les fêtards rentrent chez eux. Pascal est sur le qui-vive. Une fille qui marche seule, et un gars qui se trouve à une cinquantaine de mètres ou une trentaine de mètres derrière, et on voit qu'il la suit, tout de suite pour nous c'est systématiquement suspect, quoi. 1 heure plus tard, les hommes de la BAC sont appelés à intervenir d'urgence dans un quartier voisin. D'après le message qui vient de tomber, il y a un homme qui est en train d'abuser, voire plus, d'une femme vers la place de la Nation. Je mets quand même la sirène. À la limite, je préfère que l'affaire soit avortée. Ouais. Je préfère quitte à le retrouver après, mais faut pas laisser faire les choses. Vas-y, roule. Voilà. Bon, ils sont en face là. Des policiers en tenue sont également sur les lieux. La victime est là. Allez voir Un homme vient d'être arrêté. On n'a pas encore les aboutissants. Mais bon, le gars qui a été interpellé par mes gars, apparemment serait l'auteur d'attouchement ou autre chose. Donc on va avoir plus de précision. Sur ce genre d'intervention délicate, Pascal doit mener son enquête. Les agents de la BAC interrogent un témoin. C'est cette femme qui a appelé la police. Du coup, j'ai vu cet homme l'aborder. Au début, j'ai cru qu'il lui vendait de la drogue, je ne sais quoi. Je suis repassée, je l'ai vu coller serré avec elle, avoir un rapport sexuel, très clairement. Je l'ai vu contre la voiture, il la maintenait debout. Ouais. Donc c'est peut-être confirmé, il se peut que ce soit effectivement un viol avéré. Pascal tente d'en savoir plus. Il s'approche de la victime, une jeune touriste étrangère sortie de soirée. Oui. Qu'est-ce que tu as réussi à voir alors à peu près? Qu'apparemment il se rappelait par derrière, qu'elle le prenait de ses pas, il aurait touché la poitrine. Ouais, il aurait essayé. Et après elle se rappelle plus. Elle se rappelle, elle sait pas quoi. Il n'a pas déshabillé, hein, je sais pas. Elle se rappelle pas, On sait pas. Pour les blessures, elle sait pas. Elle sait pas non plus, ouais. A priori, la jeune femme est ivre et ne se souviendrait plus de rien. Difficile pour les policiers de savoir s'il y a vraiment eu viol. Elle est blessée au genou, le pantalon est déchiré, elle a une trace au menton, est-ce qu'elle a été violentée ou pas Pascal demande à ses collègues des précisions sur ce qu'ils ont vu en arrivant sur place. Quand j'arrive, il a la main dedans. Ah ouais, il a la main dans le pantalon. Ça, j'ai pris la main gauche. Oh, très bien. Et qu'est-ce qu'il dit lui? Il l'a croisé par hasard, c'est elle qui l'a embrassé en premier. Il dit quoi le garçon sur la rencontre là? Là, j'étais rentré chez moi. Ouais. Il est descendu ici. Et puis là, elle m'a demandé, je connais à côté de quoi elle voulait entrer. J'ai dit, ok, je vous accompagne. Et après, j'ai commencé à accompagner, elle m'a attrapé et elle a embrassé. Donc après, c'est elle qui vous a agressé? On vit un monde maintenant, c'est terrible. Hein. Comment ça se fait qu'elle a des marques là? Je sais pas. Moi, j'ai demandé comment vous avez fait ça et elle m'a rien dit. Elle n'a rien dit. Bah oui, ouais, forcément. Elles sont violentes les femmes maintenant quand elles veulent quelque chose, hein, c'est terrible. Hein. Pascal a du mal à croire à la version de l'homme. D'après son enquête, un viol a bien été commis. Lui, je pense qu'il va continuer à nier les faits. Mais bon, il y a quand même une femme qui est témoin. Et en plus, mon collègue qui l'interpelle et qui l'a vu faire. Donc après, il peut nier ce qu'il veut, c'est pas un problème. Dans un premier temps, vous présentez au service.
La victime et son agresseur présumé vont être conduits au commissariat le plus proche. La femme, témoin de la scène, va être entendue par les policiers. Elle est encore sous le choc. Je regrette d'avoir peut-être pas intervenu plus tôt, j'aurais pu gagner 3 minutes qui auraient pu peut-être empêcher ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous suivre, s'il vous plaît? Oui. Ouais. De toute façon, vous êtes un témoin précieux. Franchement, merci. J'espère que ça pourra être utile. À peine arrivés au commissariat, les agents de la BAC s'empressent de mettre des gants à l'auteur du viol présumé. C'est pour préserver éventuellement ce qu'il peut avoir sur lui comme trace de liquide avec les vaginales ou anal, ou tout ce qui pourrait, suite à un attouchement sexuel, il ne faut absolument pas qu'il enlève les gants, jusqu'à ce qu'il y ait des prélèvements qui soient effectués. Ça, c'est impératif. Les résultats de ces prélèvements constitueront la principale preuve en cas de viol. Les policiers les obtiendront sous une dizaine de jours. En attendant, ils doivent vérifier si la jeune femme est en état d'être entendue par un officier de police judiciaire. Je vais la faire souffler. Ouais. À l'aide d'un éthylomètre, ils vont mesurer son taux d'alcool dans le sang. Verdict. Dans l'air expiré, 1,08 g, ce qui fait 2,16 dans le sang. Ça fait beaucoup. Non, je pense qu'au niveau de la mémoire, elle va être plus que sélective, voire carrément annihilée. Avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, la jeune femme ne peut être entendue que le lendemain dans la journée. Plus tard, on apprendra qu'elle a refusé de parler. Dès le lendemain des faits, elle est repartie dans son pays d'origine. Même sans plainte de la victime, l'agresseur présumé attend tout de même une décision de justice. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Face à la recrudescence des incivilités et de la violence dans cet arrondissement, la police du 20e mène aujourd'hui des opérations conjointes avec le GPIS. Michael, le chef d'équipe, est de nouveau de sortie. Donc là, on part sur une opération conjointe avec la police du 20e. On va cibler différents secteurs et différents sites sur lesquels on peut avoir pas mal de soucis. Le 20e arrondissement de Paris est l'un des plus sensibles de la capitale. Jouxtant la Seine-Saint-Denis, il est la porte d'entrée de plusieurs trafics. Alors, le GPIS ne prend aucun risque. 2 voitures seront mobilisées. Le véhicule qui est devant nous, c'est le véhicule de la police, qui est un véhicule banalisé. La police qui descend avec nous ne sont pas habillés en tenue, ils sont en civil. Pour plus de discrétion et pour avoir un effet de plus de surprise. Dans le cadre de leur mission, le GPIS peut être requis par la police nationale pour les aider, et ce même sur la voie publique, une zone qui leur est d'ordinaire interdite. On est là pour les assister et également pour les protéger. Si éventuellement il y a des individus sur le site, ils sont amenés à les contrôler, voir s'ils n'ont pas de stupéfiants sur eux. Et alors il y en a beaucoup des opérations comme ça? Oui, il y en a une par soir. Premier contrôle de la soirée. La police s'intéresse à cette bande, bien connue du GPIS. Ils ont l'habitude de squatter ce lieu, boissons et produits stupéfiants sur la voie publique. L'endroit grouille de déchets. Les policiers en civil pratiquent une fouille au corps, un contrôle que les agents du GPIS ne sont pas habilités à faire. Ça, c'est des individus on a pas mal de problèmes avec eux. Et nous, on est là pour voir si sur l'environnement, il n'y a pas d'autres personnes qui viennent se greffer au groupe. Et au cas où, si ça puisse partir, nous on est là pour également les renforcer. La bande ne détient rien de dangereux, les bouteilles seront confisquées et les individus seront libres de partir. Poursuite de vérification sur site, c'est reçu. Bien reçu. Les contrôles reprennent, direction le second site à quelques rues de là. Mais le danger peut arriver là où on ne l'attend pas. En pleine ronde, des individus leur barrent la route et se montrent virulents. Voilà, c'est une balle traîne. La vie de ma mère, c'est une balle traîne. 3 hommes, manifestement ivres, provoquent les agents. Tête à tête, tu dis ta mère, fils de pute. Voilà, la vie de ma mère. Les insultes pleuvent et le GPIS donne un premier coup de semonce pour les disperser. Recule, je te tue. Je vais vous violer. Ah ouais, fils de pute. Mais le gaz lacrymogène n'a aucun effet sur cet individu fortement alcoolisé. Il est bien décidé à en découdre. Voilà, je dis que sa mère tout de suite. Voilà, la vie de ma mère. Dans un état second, il s'agrippe à Michael qui tente de le maîtriser. Tu m'as tenu, arrête.
Ah, je vais te lâcher, tu lâches. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Elle me coupe. Pour libérer Michael de l'emprise de l'agresseur, un policier utilise sa bombe lacrymogène. Mais dans la confusion, le fonctionnaire de police gaze l'agent du GPIS. Michael est aveuglé par le gaz, il doit s'écarter de la rixe. Pendant que sa collègue le soigne, l'individu, lui, a réussi à échapper aux policiers et continue ses provocations. Alors que la police tente de l'appréhender, l'homme fuit. Le GPIS décide donc de contourner l'immeuble pour l'intercepter de l'autre côté. Mais on sait pas. J'ai les traces si tu peux tracer. Ah, il est à gauche, il est à gauche. Il ne faut pas perdre de temps, car un des policiers est parti seul à la poursuite du fuyard. Mais une fois sur place, le policier en civil a déjà réussi à interpeller l'individu. Michael, lui, est toujours sous le choc du gaz, et de cette opération musclée, il a du mal à suivre. Il a enlevé la ceinture, il a enlevé le t-shirt, il a enlevé le polo. Le fonctionnaire il est arrivé, il lui a mis un coup de ceinture, il s'est barré en courant et le collègue il est parti en courant. Ah, moi, et il l'a interpellé là-bas, il est tout seul. Moi je voyais rien, j'étais perdu. Donc là c'est parti c'est parti un peu en freestyle avec des individus sur la VP qui étaient légèrement éméchés. Donc là il y a un individu qui était interpellé par le service de la VP. Mais pourquoi il me cache, rien fait. Là il y a un renfort qui arrive. T'arrêtes de bouger parce que je vais t'asseoir. Alors là, vous avez fait du gaz dans l'opération? Ouais, tout à fait, ouais. On a fait du gaz dans l'opération. Ça a été un peu plus compliqué. Ça s'est maintenu. Donc, je vais pas bouger. Je n'ai rien fait. Malgré ses agissements, l'homme clame son innocence. Je passais, je n'ai rien à voir avec eux, je ne les connais pas. Très vite, des renforts de police arrivent, car dans ces quartiers, la situation peut très vite dégénérer. Du gaz, on veut savoir est-ce qu'ils auront besoin de nous ou pas. Ah, vous êtes témoin des faits? On était derrière. Ouais, derrière, ouais. Les 3 individus seront emmenés en cellule de dégrisement. Michael et son équipe les suivront au commissariat en tant que témoins de l'agression commise à l'encontre du personnel de police. Et alors, quand il y a des moments de tension comme ça, on ressent quoi? Pas forcément de stress, mais l'adrénaline qui monte. Après, il faut savoir utiliser les bons gestes qu'on apprend au GTPI à bon escient et ne pas devenir auteur et agresseur plutôt que voilà, victime, quoi. Donc il faut arriver à se maîtriser malgré tout. Chef, tu fais le compte rendu PCO? Ouais. Il est 5 h du matin, le jour va bientôt se lever. Et avec lui, un repos bien mérité pour toutes celles et ceux qui veillent sur les nuits de la capitale.